au même moment où les Marocains, qui n'ont pas attendu, déploient des efforts énormes en direction du Sud, parce qu'ils ont compris effectivement que non seulement ils appartiennent à ce bloc africain, non seulement, ça il faut le souligner, ça se dit très peu souvent, c'est le seul pays dans cet espace-là qui n'eut jamais été colonisé, ça il faut le savoir. Le Maroc n'a jamais été une colonie. Donc qui déploie des efforts considérables pour construire une nouvelle dynamique en direction de l'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, nous pensons qu'en plus de cela, et heureusement qu'ils l'ont compris d'ailleurs, il est important à leur niveau de prendre le leadership pour la construction d'une alliance transatlantique qui irait de l'Europe, pourquoi pas, jusqu'en Amérique, en intégrant les pays latino-américains, ce qui explique peut-être la présence. Autant de questions donc qui m'amènent à poser la question, est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse être dangereux, notamment par rapport à la prise en compte des différents éléments qui se posent, dont M. Mallet a parlé, notamment les mobilités et les migrations, qu'on ne peut pas arrêter de toute façon. Il faut trouver une logique d'intégration, une synergie pour arriver à voir comment, dans ces nouvelles dynamiques qui se construisent, intégrer tous ces données-là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui sera très rapide, c'est par rapport à M. Mallet, directement pour le co-développement. Aujourd'hui, je crois qu'en Afrique, dans la plupart des pays africains, ce n'est pas le mécanisme de mobilisation des moyens. Je pense à l'aide bilatérale, je pense à l'aide multilatérale, qui pose problème. Le co-développement, aujourd'hui, qui est un outil formidable, que j'apprécie beaucoup, apparaît comme une nouvelle génération dans les mécanismes, notamment pour optimiser cette aide au développement, mais cette fois-ci avec une participation active des migrants par une meilleure orientation de leur épargne. Le problème n'est pas à ce niveau. Nous pensons que le principal problème, quel que puisse être la qualité des moyens mis en œuvre par rapport au mécanisme de financement des pays en développement, qu'on appelle coopération sur le plan bilatéral, sur le plan multilatéral, ce qu'on appelle co-développement, quoi qu'on puisse faire, si les pays européens ne comprennent pas, que le plus gros problème dans ces pays-là, c'est pour le moment les difficultés ou l'incapacité dans lesquelles les différents acteurs se trouvent pour concevoir de véritables politiques publiques pour arriver à optimiser les moyens financiers qui sont mis à disposition, c'est ce problème-là qui se pose. Et c'est par rapport à cela qu'à mon avis, il importe que les différents décideurs européens mettent l'accent pour amener les gens à comprendre qu'il y a des efforts considérables à faire à ce niveau. Rappelez-vous, et c'est par là que je terminerai, pour moi, le premier stratège au monde, je le retrouve dans l'Antiquité grecque. C'est notamment Sénèque qui disait qu'il n'y a point de vent favorable pour qu'il n'y ait pas de port d'attache. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse continuer à mobiliser des moyens énormes, considérables à donner à nos pays, si ceux qui les reçoivent, non seulement n'ont pas une intelligence collective fondatrice d'une stratégie devant leur permettre d'arriver à des résultats concrets qui justifient cette aide-là,
mais encore et surtout, circonstance gravissime, utilise une partie de ces fonds publics à des fins qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des populations pour lesquelles ils sont censés servir. Je vous remercie. Les obligations de temps que j'ai signalées tout à l'heure sont sérieuses. Ce n'est pas que nous allons arrêter la table ronde. La table ronde peut très bien continuer après midi et demi, à 1h, on peut très bien être là jusqu'à 6h du soir, pas de problème. Toutefois, l'ambassadeur Pratt doit partir à midi et demi et j'aimerais quand même qu'il puisse réagir aux questions qui lui ont été posées et encore à 2 questions au maximum, mais sans s'excéder sur le temps. Alors, d'un côté... Non, il est arrivé. Fernando Fernandez, s'il vous plaît. Et, non, je dis les 2 personnes, c'est Reinaldo Figueiredo et M. le recteur Fernandez. De liquidez y en un mundo, repito, vivimos en un mundo de abundancia de capitales, de exceso de liquidez y en un mundo en el que las condiciones, la restricción fundamental al desarrollo son las restricciones internas. Me ha sorprendido no haber oído hablar durante un día y medio de lo que para mí se ha convertido en el documento básico de desarrollo económico, que es la publicación del Banco Mundial, la publicación anual Doing Business In, que es un repaso de las condiciones internas en los distintos países. Este es un tema muy importante porque pone la carga de la prueba en la propia capacidad de los países. Las limitaciones externas están ahí y uno puede intentar jugar con ellas. La posición de Europa respecto a la creación de esa comunidad euromediterránea es la que es y se puede influir, pero lo que sí puede influir en el horizonte 2030 un país como Marruecos es en reducir los costes de transacción, en hacer atractivo el desarrollo del sector privado. Y hay un gran trabajo que hacer que desde un punto de vista de prospectiva me parecería muy importante resaltar. Y si uno mira Marruecos en esas comparaciones internacionales o mira el Magreb, corren ciertos riesgos de marginalización en el sentido que los costes de transacción, los impedimentos al desarrollo del sector privado desde el punto de vista no solo impositivo, sino burocrático, administrativo, regulatorio, restricciones internas, etcétera, son todavía importantes. Y el capital privado va allí donde hay esas oportunidades. El capital público nunca será suficiente. Ni siquiera los 200 y pico mil millones de dólares de China van a crear y promover las condiciones de desarrollo. Ese era el comentario que quería hacer, enlazando entonces con en qué medida la agenda europea, y esa era la pregunta al senador Prat, la agenda europea puede promover esas condiciones, porque me da la impresión que muchas veces en este conflicto geoestratégico Estados Unidos-Europa estamos, desde el punto de vista europeo ahora, obsesionados con decir que el modelo europeo es distinto del modelo americano y no reconocemos aquellas cosas que el modelo americano ha demostrado que son eficientes y funcionan, lo que se llama la segunda o tercera generación del consenso de Washington. Y luego 2 comentarios muy breves por 2 temas de los que no puedo evitar, bueno, en los que por razones profesionales me siento obligado a comentar. Uno es el tema de las remittances. El problema fundamental de las remesas de migrantes es cómo conseguir que lo que son fondos de mantenimiento del consumo se traduzcan en fondos de apalancamiento financiero de las familias, en fondos de maniobra para la inversión. Y eso requiere, toda la literatura que yo conozco, por lo menos, requiere 2 cosas. Requiere, en primer lugar, que esos fondos se canalicen a través del sistema financiero privado, es decir, entren en el circuito financiero y, por lo tanto, no sean simplemente una transferencia de dinero, sino que formen parte de eso que decimos el multiplicador del crédito. Esa es una primera condición. Y la segunda condición, igualmente importante, es que existan leyes internas en los países de recepción
que permitan utilizar esos fondos como colateral. Es decir, que tengamos un sistema financiero básicamente desarrollado y, como decía antes, que permita que ese reparte del riesgo no caiga extraordinariamente sobre los deudores. Y ahí ese es un tema que para Marruecos sería muy importante trabajar, porque evidentemente el volumen de remesas es significativo y será creciente. De hecho, por ejemplo, un inciso en el caso español está ya contribuyendo al déficit comercial de manera significativa. Segundo punto muy breve sobre el sistema universitario, por razones obvias como rector de la universidad, es un tema que me preocupa. Yo diría que hay 3 lecciones que los europeos tenemos que aprender y, por lo tanto, deberíamos de empezar cuando hablamos del desarrollo del sistema universitario en países del Magreb, deberíamos de aprender si queremos tener universidades competitivas. Primero, hay que atraer capital privado. El capital público es insuficiente para desarrollar unas universidades de calidad. Uno no tiene más que ver lo que pasa en Estados Unidos, en Inglaterra, o lo que la propia Comisión Económica dice, la Comisión Europea, cuando habla de las necesidades de financiación. Uno, deberíamos de atraer capital privado. Segundo punto igualmente importante, y sé que es polémico, los estudiantes universitarios son por definición privilegiados. Ganan por término medio a lo largo de su vida un 50% más que un estudiante no universitario. Luego, por lo tanto, sería no solo eficiente, sino justo que contribuyesen en parte a financiar ese gasto o ese coste. Y ahí hay todo un sistema de desarrollo de créditos al estudiante que son muy interesantes y que podríamos comentar. Tercer punto, y acabo muy brevemente, el tema de la governance, lo que yo llamo la necesaria desburocratización de la universidad. La universidad tiene que desburocratizarse, tiene que tener un sistema de gobierno que sea más compatible con una gestión eficiente de los recursos. No puede ser que la gestión universitaria siga siendo una gestión política. La politización de la universidad es una restricción importante para su crecimiento y sería importante que cuando hablamos de cambios, y perdón por la extensión, cuando hablamos de cambios en el sistema universitario, tengamos en cuenta esas 3 consideraciones. Vas, Reinaldo, pasas. Bueno, termina. Bon, je devrais être télégraphique parce que je n'ai plus que 5 minutes. Je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit. Il nous faut un vent dominant en Europe. J'espère qu'un dieu Éole vient nous provoquer ce vent dominant parce qu'il nous manque. On fait du surplace, mais tout à fait d'accord. Les systèmes, déjà depuis longtemps, quand je travaillais comme chef de cabinet de Matutes, qui était le seul homme d'affaires qui est arrivé à la commission, il m'a dit, ce n'est pas les entreprises qui sont compétitives, c'est les systèmes. Et moi, j'avais gardé ça dans l'esprit dès le premier jour. Donc, tout à fait d'accord. Christian, je ne suis pas contre la FEMIP, tout au contraire, on appuie la FEMIP. Ce que nous regrettons, c'est que le Conseil européen n'ait pas accepté notre idée, espagnole, française et autres, de transformer la FEMIP en une institution financière filiale de la banque et dédiée exclusivement à la Méditerranée. La Banque mondiale a la AFC. Une AFC européenne pour la Méditerranée, ça aurait été idéal. Ils n'ont pas voulu le faire. Donc, il faut trouver des instruments complémentaires. Parce que, plus qu'on en dise, et plus que nous raconte Philippe de Fontaine-Vive, que nous aimons bien, et qui est quelqu'un qui mène très bien la FEMIP, c'est pas assez avec quelqu'un qui mène bien la FEMIP, les structures ne sont pas là. Et ce qu'ils font pour le secteur privé, c'est très peu. Ils le vendent très bien, mais c'est très peu. C'est pour ça qu'on va faire quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est entre autres ces questions des migrants, de voir comment est-ce qu'on peut, j'ai parlé de mobiliser, n'est-ce pas, le privé, l'ahorro, comment ça dit, l'ahorro, l'épargne, voilà, l'épargne endogène, l'épargne des migrants, l'épargne des Européens, l'épargne d'autres non-européens, mobiliser l'épargne vers des investissements productifs. Mais quand on parle des remises des migrants, il faut faire attention aussi, et il faut parler aussi, parce qu'on fait des statistiques, et j'ai vu dernièrement des très intéressantes statistiques, c'est énorme ce qui arrive comme remise des migrants, mais les fuites de capitaux sont aussi énormes. Alors attention, hein, on parle ici avec toute franchise. Hein. Et j'ai dit, l'Argentine, à un moment donné, quand elle a commencé, un de ces bons moments qu'elle a eu il y a quelques années, c'était quand Juan Manuel Fangio a dit « Je ramène tout mon argent que j'avais en Suisse en Argentine ». En disant « J'ai confiance dans mon pays », c'était un héros argentin, et les Argentins, à un moment donné, se sont lancés vers la récupération de leur pays. Après, ça a chuté de nouveau, mais enfin, c'était un bon moment pour l'Argentine. Donc je dis attention à ça. Quand
l'enseignement, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mes deux interventions sur le Maroc, mon ami le professeur d'université, j'ai dit en espagnol, mais je dis maintenant en français, que l'Espagne a eu une grande expérience avec les autonomies et la démocratie. Et donc j'ai salué personnellement, comme très intéressant, l'idée marocaine de régionaliser, et cette idée marocaine qui va nous être présentée pour le Sahara, nous attendons avec impatience et avec intérêt, mais je ne la connais pas encore dans tous ses détails. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une très bonne chose, je pense que c'est une très bonne idée, mais il faut la voir dans ses détails, puis il faut voir ensuite quel chemin elle va faire avec les autres parties concernées, aux Nations Unies et autres, mais nous serons toujours favorables à des nouvelles idées qui puissent permettre la solution de ce problème, évidemment. Et quant au sous-comité des droits humains, vous savez, quand j'ai reçu le rapport à Madrid de ce comité, j'ai pris mes collaborateurs, j'ai dit gardez ça avec attention, parce que c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple de ce que doivent faire tous les pays partenaires du Sud, n'est-ce pas? Ne pas avoir peur de se réunir dans un sous-comité sur les droits humains. Le Maroc n'a pas du tout eu peur. Pourquoi devrait-il avoir peur? C'est un comité d'ailleurs où on ne parle pas de cas concrets. On parle des institutions et du développement des institutions pour la meilleure défense des droits de l'homme et de la femme et pour la bonne gouvernance. Et le Maroc a fait beaucoup de progrès. Bien, il avait tout intérêt, le Maroc, à accepter de convoquer et de participer à ce sous-comité qui a été un grand succès. Et il y a des pays maghrébins qui encore hésitent. Et je ne vais pas les nommer, mais il y a des pays maghrébins avec lesquels j'ai parlé, que j'aime comme le Maroc, et que je leur ai dit, n'ayez crainte, allez à ce sous-comité, ça va vous aider. Maintenant, ce n'est plus de l'ajustement structurel qu'on va financer, c'est de l'ajustement de gouvernance qu'on va financer. Donc, ceux qui avaient reçu beaucoup d'argent pour les ajustements structurels qu'on avait fait dans le passé, je leur ai dit, maintenant, vous avez reçu beaucoup d'argent, ils se plaignent, maintenant, on ne reçoit pas tellement. Non, parce que maintenant, ça a passé de l'ajustement structurel à l'ajustement gouvernance. Si vous faites ça, vous allez recevoir encore plus d'argent, mais ce n'est pas pour ça que vous allez le faire parce que vous êtes convaincu qu'il faut le faire. Voilà, je vous remercie beaucoup et je m'excuse, mais je dois partir, je ne peux pas perdre l'avion. Merci. Avant de reprendre le tour des questions, on va faire une petite réponse rapide du panel aux différentes questions qui sont restées en suspens. Je ne sais pas si tu veux. Oui, je voudrais réagir parce que je trouve que le débat aujourd'hui, là, et à ce moment précis, il est fondamental. Je crains qu'on disqualifie ou qu'on caricature le co-développement parce qu'on pense que c'est une procédure tiers-mondisante. Je regrette de le dire, mais il ne s'agit pas de cela, et pas du tout de cela. Je pensais que le manichéisme économique n'existait plus dans une enceinte internationale. Si on regarde les derniers prix Nobel d'économie, la plupart d'entre eux, Amartya Sen, Stiglitz, le dernier Edmund Fels, et je vous conseille la lecture de son dernier ouvrage traduit en français, Économie politique, il montre que quand l'économie est dissociée du politique, eh bien on a fatalement des ravages sociaux. Et je crains bien que ce manichéisme entre, d'un côté, un développement triomphant et capitaliste, et de l'autre côté un co-développement misérabiliste, soit une idée du passé. Je crois qu'il faut revenir sur autre chose. Et je vais vous dire pourquoi il le faut, et c'est indispensable. L'idée de mobiliser l'épargne des migrants, 100 milliards, 150 milliards, c'est pas grand-chose par rapport au chiffre d'affaires peut-être des grandes multinationales comme Philips ou Total. Mais psychologiquement, le fait de se dire que l'argent des pauvres n'est pas simplement utilisé dans des transferts clandestins ou dans des petites opérations minables, mais que ça transite par des mécanismes capitalistes, c'est un changement psychologique considérable. Autrement dit, il y a là déjà un élément psychologique important qui permettrait de montrer que cet argent des migrants devient un argent d'investissement possible et non pas, comme on a cherché à le faire croire, uniquement de l'assistanat. Le deuxième point, c'est que les mobilités aujourd'hui, qu'elles soient nord-sud, sud-nord, nord-nord ou sud-sud, montrent qu'il y a un point commun entre tous les migrants. C'est que la migration en tant que telle devient un investissement économique.
Ce n'est pas du tout un poids comme on le pensait, mais ça devient en soi un investissement économique qu'il faut considérer en tant que tel. C'est-à-dire que les mobilités aujourd'hui ne peuvent plus être arrêtées, ni même stoppées, ni même ralenties. Il faudra les réguler aujourd'hui par un droit des mobilités. Alors, je vais prendre un exemple fort pour montrer qu'est-ce que serait une démarche de co-développement avec la question de l'énergie. Et je ne vais pas me référer à un économiste marxiste, mais peut-être à un économiste parangon du libéralisme, qui est un juif portugais anobli par la reine d'Angleterre et qui s'appelle Ricardo et qui a traité des avantages comparatifs à propos du vin entre le Portugal et la Grande-Bretagne. Si on transposait la question de l'énergie à la place du vin, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui d'un développement de l'énergie qui soit à la fois capitaliste et qui tienne compte du co-développement? Eh bien, la question, elle est là devant nous. Prenons le Maghreb. Vous avez l'Algérie avec beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz. Mais le pétrole et le gaz, c'est certes fort important, puisque dans les hydrocarbures, si on rajoute le charbon, ça fait 86% de l'énergie. Mais vous avez également le nucléaire qui talonne les 10% aujourd'hui et les énergies renouvelables qui sont à 6%. Mais l'Europe cherche aujourd'hui à développer les énergies renouvelables. Vous remarquerez que les États-Unis, qui ne sont pas un pays socialiste, cherchent à développer les biocarburants aujourd'hui avec le Brésil. Autrement dit, si on considère que l'énergie, c'est d'abord une palette composite avec des hydrocarbures, du nucléaire, des énergies renouvelables, avec du solaire, de la biomasse, de l'hydraulique, on s'aperçoit que si on prend le Maghreb et qu'on associe la Méditerranée à l'Atlantique, et si on rajoute à côté de ça l'Europe, vous avez une palette énergétique extrêmement importante. Or, il faut réagir par rapport à cette palette, parce que dans ce cadre-là, les énergies renouvelables dont l'Europe a un profond besoin peuvent être, si je puis dire, délocalisées au Maghreb. Savez-vous que si on prenait 40 km aujourd'hui au Sénégal, un rectangle de 40 km, on aurait une année de production énergétique pour l'ensemble de l'Afrique. C'est un élément qui a l'air incroyable. Or, si vous prenez la question de l'énergie, il y a les ressources, il y a la recherche, il y a les investissements, il y a la technologie. L'énergie, ce n'est pas uniquement le pétrole ou le nucléaire. C'est cet ensemble-là qui est moteur aujourd'hui de l'économie. Or, si vous l'abordez sur la question du développement capitaliste et du co-développement, à ce moment-là, vous permettez au Maroc, comme à l'Algérie, comme au Sénégal, comme au Nigeria, comme à la France, comme à l'Allemagne, de trouver sa place sur cette toile énergétique et chacun, si je puis dire, participera à la fois du bouquet énergétique et de l'économie mondiale. Donc il ne s'agit pas de dire l'Algérie, par exemple, est trop puissant, le Maroc, c'est négligeable, le Nigeria, ça pèse quelque chose, la France a son nucléaire. Il faut faire accepter, et c'est ça le co-développement, il faut accepter la question que l'énergie, c'est du co-développement. Et non pas que l'énergie soit réservée à quelques majors qui décident un jour de faire du pétrole et quand on aperçoit la fin du pétrole, on décide de faire du nucléaire. Je pense que l'Europe, par exemple, aujourd'hui, j'étais au Conseil européen qui s'est passé la semaine dernière. J'étais très frappé de voir le désaccord franco-allemand sur la question du nucléaire. On ne pourra pas se passer du nucléaire demain. Pour la bonne raison, c'est que le nucléaire n'est pas qu'un correctif, il a une capacité massive, si je puis dire, de développement, non seulement au sud, mais si vous prenez les pays émergents comme la Chine et l'Inde, il est un potentiel énergétique important. Par conséquent, je pense, et je reviens à ce qui a été dit hier, notamment par Christian, il faut faire une Europe des projets, mais il faut faire une Euro-Méditerranée des projets. Et je pense que l'énergie, aujourd'hui, est un des éléments qui permettront de nouer ce dialogue euro-méditerranéen avec sa composante à la fois de développement et de co-développement. Et je terminerai en répondant à monsieur
sur la question du co-développement. Je pense que le co-développement, justement, a l'intérêt d'être également une rustine sociale. C'est-à-dire que le co-développement ne s'intéresse pas uniquement au développement des high-tech, des industries qui sont indispensables et qui sont la vitrine du capitalisme dont le Sud comme le Nord ont besoin, mais ce co-développement s'intéresse à valoriser les politiques publiques et que ces politiques publiques sont indispensables. C'est-à-dire que vous ne construirez rien avec un social malade. Il faut que le social soit revigoré en même temps que l'économie, et c'est ça l'économie politique, et c'est la raison pour laquelle le capitalisme a enfanté le co-développement et comme une structure efficiente d'économie, et ça n'a rien à voir avec du tiers-mondisme d'antan. Donc il faut, sur ce volet-là, considérer le co-développement comme un aspect correctif, mais également comme un aspect efficient. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez son éloge, c'est des économistes libéraux comme le prix Nobel Edmund Fels. Pardon d'avoir été long, mais je pense qu'il fallait compléter cette vision du co-développement. Je crois, Émile, que tu as pris une bonne partie de ton dernier temps d'intervention la prochaine fois. J'espère que ça va se réduire. Merci. Merci. Trataré de cumplir como Enrique VIII con cada una de sus mujeres. Seré breve. Respondiendo un poco al comentario de nuestro amigo Arturo respecto a la falta de equidad o de asimetría entre la exigencia por parte del norte rico de libertad de mercados y la realidad de que existen subvenciones a las producciones y a las exportaciones de los países del norte. En cierto modo así es. El enunciado general es cierto, pero habría que matizarlo un poco. Sinceramente, yo creo que ahora tenemos la oportunidad de verlo durante las negociaciones multilaterales de la Organización Mundial de Comercio. Hemos de recordar que estas negociaciones multilaterales se llaman para el desarrollo, es decir, están pensadas para aumentar el desarrollo con los países del sur. Si estas negociaciones no llegan a un buen término, los países que más van a sufrir las consecuencias negativas de la ausencia de acuerdo multilateral serán precisamente los países en vías de desarrollo. Y aquí tenemos que hacer todos un esfuerzo y movernos todos de nuestras posiciones, los europeos, los norteamericanos y los países en vías de desarrollo. Parece ser que existe la voluntad política de hacerlo así. Las señales que llegan últimamente de los negociadores es que existe un desbloqueo de las negociaciones técnicas precisamente porque existen esas instrucciones políticas, pero lo hemos de ver. Y yo creo que además es importante no solamente porque es una condición indispensable para el desarrollo de los países en vías de desarrollo, sino también porque sería la única forma de evitar el sálvese quien pueda, la fragmentación de las relaciones económicas internacionales entre grupos de países